Bon, écoutez, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 5e séance du séminaire L'intervalle, objet, discours, pratique. Cette séance est consacrée cette fois-ci à la Chine et au Japon et nous accueillons donc deux intervenants, Robert Danis, qui est doctorant en études chinoises à l'Université Lumière Lyon 2 et Blanche Delaborde, qui est docteur en études japonaises. Alors, nous allons procéder de la façon suivante. C'est d'abord Norbert Danis qui présentera son exposé, puis Blanche Delaborde et si vous voulez bien, les questions seront rassemblées, à la fin. La modération aujourd'hui sera, assurée par Jacques Dürrenmatt, qui est un ancien du Centre d'études de l'écriture et de l'image. Jacques Dürrenmatt est professeur de philologie poétique et stylistique à l'université Sorbonne Nouvelle et je pense que certains d'entre vous le connaissent pour ses travaux sur la ponctuation. En 1998, il a publié un ouvrage intitulé Bien coupé, mal cousu, de la ponctuation et de la division du texte romantique, puis encore un autre ouvrage en 2011, La ponctuation à la Renaissance, et en 2015, La ponctuation en français, publié chez Offris. Mais ce qui intéresse Jacques Dürrenmatt, ce n'est pas simplement la ponctuation, de manière générale, c'est l'ensemble des pratiques qui unissent textualité et esthétique visuelle. Et c'est à ce titre qu'il s'est intéressé aussi à la bande dessinée et son ouvrage, un ouvrage très important intitulé Bande dessinée et littérature a été publié en 2013. Mais republié, je pense, il y a eu des rééditions depuis, je crois. Il a publié aussi en 2019 Style de bande dessinée avec Benoît Berthoud dans la collection Perspectives comparatistes. Donc, c'est plus pour son côté, sa casquette bande dessinée que la casquette ponctuation, encore qu'il y aura peut-être des liens possibles entre les deux, que Jacques Dürrenmatt a accepté de modérer la séance. Il va d'abord, donc il modérera la première intervention modérée, c'est celle de Norbert Danitz, qui travaille, lui, sur l'évolution de la bande dessinée en Chine entre les années 1920 et 1980, mais plus globalement sur la bande dessinée sinophone en général à Taïwan et à Hong Kong. Je précise que Norbert Danitz a récemment publié un article intitulé Les caricatures stylisées de Wang Yao et Yang Kong, ou la quadrature du cercle sur les personnages circulaires de la bande dessinée chinoise dans la revue Extrême-Orient, Extrême-Occident. Il a écrit aussi un article sur les fonctions du blanc dans une œuvre de Zi Wu, dans le volume collectif Espace du blanc, discours et pratiques, qui est dirigé par Hélène Campagnol et moi-même et qui doit paraître au mois de juillet, si tout va bien, aux éditions Hémisphère. Et puis, j'indique aussi que son article A New Wave in Manhua, Ocean and Insularity in Taiwanese Contemporary Comics a remporté le prix Jeune chercheur 2022 de la European Association of Taiwan Studies. Le titre de son intervention est Vides et intervalles dans la première bande dessinée chinoise des liens Wanhua en blanc et noir. Lambert, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je vais partager l'écran. Hop. Voilà, ça devrait s'afficher correctement. Ça va très bien. Ok, très bien. Euh, N'hésitez pas à m'interrompre hein, si jamais il y a un problème de Wi-Fi ou de connexion et je reprendrai où j'en étais arrivé. Alors, merci beaucoup tout d'abord. Merci à Marianne, Hélène et Florence Dumora aussi de m'avoir invité à participer à ces séminaires. Euh, Effectivement, la présentation que je vais vous faire aujourd'hui reprend en partie le contenu que j'avais prévu pour le colloque Espace du Blanc qui avait été annulé malheureusement et qui sera publié incessamment dans l'ouvrage collectif qui est dirigé par Marianne et Hélène. Et c'est un travail que j'ai poursuivi à partir de cette notion du blanc en m'orientant un peu plus vers la notion de l'intervalle. Donc voilà, c'est une présentation qui est sans doute perfectible sur plusieurs points et je serai ravi d'avoir vos questions et vos réactions à la fin. Euh, alors, dans ma présentation aujourd'hui, qui porte sur donc les dessins des bandes dessinées chinoises, la notion d'intervalle, qui est une notion assez large, assez élastique, je la prends plutôt dans son acception visuelle et elle sera assimilée plutôt aux espaces blancs qui traversent les images de bandes dessinées chinoises et qui les structurent en même temps. Peut-être que vous pouviez déceler cette importance de l'intervalle blanc dans le titre de ma présentation, hein, puisque il reprend au pluriel le titre d'un ouvrage important d'Anne-Marie Christin, qui est Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l'alphabet.
Et ici, l'utilisation du pluriel que j'ai fait insiste un peu moins sur le concept d'intervalle que sur les utilisations différentes qui en sont faites dans les images que je vais vous présenter aujourd'hui. Et qui sont des utilisations qui sont motivées par des intentions assez variées, avant tout plastiques, mais aussi idéologiques, pratiques ou également narratives, comme on va le voir. Alors, avant toute chose, pour être au clair sur ce dont je vais parler, j'aimerais revenir sur une autre partie du titre qui désigne mon objet d'étude, à savoir la première bande dessinée chinoise. Et bon, pour ne pas être trop long, je rappelle juste que la bande dessinée chinoise telle qu'on la lit et on la traduit essentiellement aujourd'hui, en fait, elle ne ressemble pas du tout à la bande dessinée chinoise qui a été produite au XXe siècle. Euh, alors, voilà, c'est bon. Les livres de bande dessinée qui sont publiés en Chine aujourd'hui sont appelés des manhua, ce qui reprend en fait les mêmes caractères que le mot manga hein, et qui reprend en fait beaucoup des caractéristiques de ce manga japonais mainstream. Et en particulier l'idée d'une planche, une planche de bande dessinée qui est divisée en plusieurs vignettes ou en plusieurs unités quand les cas sont un peu moins marqués. Voilà, donc c'est ce type de bande dessinée qui s'est développé en Chine à partir des années 90, face à l'influence grandissante du soft power japonais essentiellement. Mais alors, dans ce cas-là, à quoi ressemblaient les bandes dessinées avant les années 90 en Chine? Est-ce qu'elles étaient si différentes que ça? Et en fait, la réponse est plutôt oui, puisque même elles sont connues sous un autre nom pendant tout le courant du XXe siècle, qui est le Lian Huanhua. Alors, cette différence de terminologie, elle marque en fait une différence dans la réalité de l'objet. Bon, même si on reste dans le domaine de la bande dessinée, hein, pour les deux. Mais en fait, donc le lien de point de croix, lui, il signifie littéralement des images enchaînées, des images à la chaîne, qui gardent l'idée de séquence, qui est un petit peu à la base de l'immense majorité des formes de bande dessinée dans le monde, du médium bande dessinée. Et au niveau matériel, pourtant, l'objet est assez différent du manhua, puisqu'il se présente comme un tout petit livret, vraiment bien plus petit que les manhua d'aujourd'hui, les manhua conventionnels. Le lien manhua, c'est vraiment un objet de poche, véritablement. Il a des points communs avec le manhua, qui sont le fait d'être publié en noir et blanc, euh, et sur du papier de qualité assez médiocre, ou du moins du papier fin. Mais surtout, ce livret, qui est le lien manhua, est au format paysage, à l'italienne, et il a la particularité de présenter une seule image sur la page, euh, qui occupe également toute la page et qui se déploie comme ceci à l'horizontale. Cette image, elle est toujours accompagnée d'un texte de deux ou trois lignes qui est noté en dessous ou à côté de l'image, et elle peut aussi parfois comporter des bulles de parole. C'est pas nécessaire. Ce lien 3, il constitue un objet de la culture de masse et il oscille en fait entre un objet de culture populaire et également un très utilisé outil de propagande qui est utilisé comme tel par le Parti communiste. Et il fait l'objet, à partir des années 50, d'une gestion étatique à travers les grandes maisons d'édition d'État. Voilà, donc c'est vraiment de cette bande dessinée-là que je parlerai aujourd'hui et que j'appelle donc la première bande dessinée chinoise, qui est une appellation chronologique en fait, hein, tout simplement, mais qui peut aussi s'apparenter à une appellation matérielle ou formelle et que je pourrais étendre dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui, puisqu'en fait ce modèle de la bande dessinée en lien 33, elle peut perdurer aujourd'hui à la marge, essentiellement dans la réédition de beaucoup de chefs-d'œuvre du XXe siècle, mais aussi dans certaines nouveautés. Et on aura l'occasion d'en voir une à la fin de cette présentation. Alors pour la question de l'intervalle, qui nous intéresse ici, ce format du lien de 33, il peut poser question dans la mesure où, contrairement aux bandes dessinées actuelles, et globalement, contrairement à l'immense majorité des bandes dessinées auxquelles on a à peu près tous et toutes été confrontés ici dans notre expérience de lecteur ou de lectrice, ces petits livrets de Liane 33, ils ne connaissent pas la notion de gouttière, qui est ce vide intericonique, ou qu'on appelle aussi blanc intervignétal, qui sépare les cases dans une planche de bande dessinée. Donc, en fait, pour revenir un petit peu à un fondement de la bande dessinée, dans le processus de découverte d'une bande dessinée, on a pu parler parfois d'une tension qu'il y avait entre, d'un côté, une lecture linéaire des cases et de l'autre, une tentation de contemplation
des images, de chaque image une par une. Et on peut dire finalement que le Lian Huanhua, de cette première bande dessinée chinoise, il accentue davantage cette tendance à la contemplation des images. La taille de la case, elle est fixée quasi systématiquement par les dimensions de la page elle-même, et on se retrouve ainsi face à des images qui sont plutôt grandes, horizontales, qui sont comparables à des tableaux, d'une certaine manière. Alors, par exemple, la bande dessinée à planche, elle, qui compte plusieurs images par page, elle implique que notre œil survole rapidement plusieurs vignettes qui valent essentiellement pour leur enchaînement. Et dans cette première bande dessinée chinoise, les liens de point de croix, on peut dire qu'ils nous font davantage nous arrêter devant chaque image. Et chaque case, ainsi, peut être perçue un instant comme une totalité, et elle pourrait valoir un peu plus pour elle-même, non pas qu'elle soit totalement isolée de son contexte, bien sûr, mais elle est malgré tout légèrement à l'écart des autres images. Euh, Par rapport à une planche de bande dessinée, le seul intervalle qui serait semblable aux gouttières intericoniques et qu'on pourrait éventuellement mobiliser pour les livrets de Liane 23, c'est l'intervalle qui sépare deux vignettes d'une page à l'autre, lorsque le livre est ouvert en double page, comme ici, vous l'avez avec cet exemple de chez Yoi. Mais ce serait, je pense, un peu tendancieux, puisque ici, les unités qui sont vraiment intervallées, à mon sens, ce sont en fait les pages qui sont séparées par la reliure et pas forcément les images qui ne sont en fait pas sur le même plan, ne sont pas sur une même surface. Et donc, par conséquent, les intervalles auxquels je vais m'attacher dans cette présentation, dans le cas d'Eliane.3, ce sont les intervalles qui sont internes aux images de bande dessinée. Contrairement à Blanche qui parlera après moi d'un type d'intervalle beaucoup plus sémiotique, un intervalle qui peut lier les images entre elles, un peu comme une grammaire de la bande dessinée. Les intervalles dont je parlerai ici, ce sont des intervalles qui sont avant tout plastiques ou esthétiques. Bien, alors en lisant des liens de point de croix qui sont produits dans les années 50 et 60 en Chine, on se rend compte que un certain nombre d'entre eux laissent une large part aux zones vides entre les figures ou autour des figures qui sont dessinées. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je les ai appelés, dans le sous-titre de ma présentation, des liens de point de croix en blanc et noir plutôt qu'en noir et blanc. Alors, je vous montre quelques exemples à présent. D'abord, avec cette première bande dessinée qui est produite en 1962 par Chao Hongpon et Qian Xiaotai au dessin, qui est intitulée en français Le roi singe bat 3 fois la démone aux os blancs. Vous connaissez peut-être cet épisode qui est tiré d'un grand classique populaire chinois, qui est Le Voyage en Occident, ou La pérégrination vers l'Ouest, comme on l'appelle aussi, donc un roman qui est situé au 7e siècle, et qui suit le pèlerinage d'un moine bouddhiste, assisté de ses protecteurs, et en premier lieu le roi singe. Donc là, ces deux images que vous voyez ici, vous en conviendrez sans doute, sont vraiment des témoins d'une esthétique qui nous paraît très essentiellement chinoise. Une esthétique assez traditionnelle dans la représentation de ces paysages, et qui passe en tout premier lieu par l'importance des intervalles entre les figures peintes. Comme le rappelle Anne-Marie Christin dans Poétique du Blanc, je la cite, « À l'origine de l'écriture chinoise, comme à celle du paysage peint, l'expérience fondatrice n'est pas celle de la trace, mais du vide, c'est-à-dire de l'intervalle, grâce auquel toute communication entre une surface donnée et le monde qui la transcende est susceptible de s'ouvrir. » Alors, de façon plus concrète, François Chang, lui, montre qu'une des manières de suggérer ce vide dans la peinture de paysage, c'est de l'y introduire, par exemple, sous forme d'espaces libres, de brumes et nuages, ou encore simplement de traits déliés et d'encre diluée. Ici, dans ces deux images de Chao Hongpon et de Qian Xiaotai, on retrouve ce genre de composition qui est directement issue de la peinture lettrée, avec des montagnes en arrière-plan qui semblent un peu sortir de nulle part, quelques rochers et quelques végétaux dans les plans plus rapprochés. Et vous voyez sur l'image de droite ce long serpentin de brume qui sinue entre les formes, comme l'évoque François Chang, et qui les relie entre elles en même temps qu'elle met en évidence le vide qui les sépare. Alors on pourrait se dire, après tout, cette permanence de l'esthétique lettrée, elle n'est pas forcément si étonnante hein, dans le cas de cette intrigue-là, qui se déroule dans un contexte absolument médiéval. Et en y réfléchissant un peu plus, cette imprégnation de la tradition picturale, elle peut nous paraître quand même un peu plus paradoxale, puisque, lorsqu'on connaît par exemple
l'attitude du Parti communiste à cette époque-là, dans les années 60, face au passé féodal de la Chine et de toute manière générale, quand on connaît la tendance beaucoup plus iconoclaste en fait, du Parti communiste. Alors en fait, si le Parti communiste, dans les années 60, promeut cette sorte de retour à un passé graphique de la Chine, c'est parce qu'il cherche à imposer sa propre imagerie populaire, en cherchant à se distinguer à la fois de l'imagerie occidentale et de l'imagerie qui est développée en URSS dans le réalisme socialiste. Je rappelle qu'à partir de 1960, la Chine de Mao et l'URSS de Khrouchtchev sont dans une opposition beaucoup plus violente qu'auparavant. Ce lien de point de croix, qui est dessiné par Chorunpon et Shinsotai, il est un parangon de cette esthétique qui reprend des codes graphiques traditionnels concernant les motifs végétaux, les drapés également, je ne m'étends pas là-dessus, et aussi bien sûr ces principes de composition entre les plans et les vides qui est caractéristique de la peinture lettrée. Alors la rupture avec l'imagerie socialiste stéréotypée, elle n'est pas non plus totale, comme on le voit ici avec deux autres exemples qui sont tirés de bandes dessinées réalisées plus collectivement. Les ressorts de l'intervalle, vous voyez ici, voisinent avec, parallèlement à des personnages qui sont des paysans pour l'une et un soldat pour l'autre, des personnages dont les corps et la gestuelle s'inscrivent dans un imaginaire populaire socialiste qui dépasse la seule imagerie chinoise. Finalement, à cette période-là, on peut parler du Lian Huanhua, de cette première bande dessinée chinoise, comme d'un point de rencontre de deux réalismes, comme selon l'expression de Antoine Roux, puisque donc d'un côté la représentation des corps et des personnages garde cette exactitude anatomique et des postures assez fières et assez valorisantes qui sont typiques du réalisme socialiste, tandis que de l'autre côté, le réalisme qui est utilisé pour la nature et en particulier pour les paysages, il est davantage tributaire de codes graphiques traditionnels, donc comme cette importance des vides ou des intervalles. Deux autres exemples ici de ce double réalisme, avec alors en bas à droite un récit dessiné par John Poron et John Poyen, où vous le voyez, l'intérieur des grottes fait vraiment la part belle aux intervalles, euh, et ces grottes matérialisent le chemin sinueux où les corps des deux personnages doivent se contorsionner pour sortir de ces grottes. Vous avez également un autre lien de point de croix collectif où deux personnages qui sont juchés sur un promontoire regardent ce que le texte décrit comme une fumée noire, laquelle est en fait, vous le voyez, représentée par des volutes qui sont plutôt blanches et surtout par cet intervalle de vide qui sépare l'avant-plan de l'arrière-plan. Donc finalement, on peut le voir déjà ici, il y a cette double fonction de l'utilisation des vides qui sont utilisés à la fois pour composer des images belles et harmonieuses en respectant les principes de composition traditionnels, et en même temps pour composer des images qui évoquent un esprit chinois, une imagerie nationale, en respectant les consignes du Parti communiste. Donc on a déjà ici des motivations esthétiques qui peuvent se conjuguer à des motivations idéologiques. Je me permettrai d'ajouter peut-être une hypothèse ici à ce duo de motivations, avec des motivations peut-être aussi pratiques, puisqu'il est pratique, à mon sens, que cette esthétique, qui est utilisée en masse dans le lien 33, que cette esthétique paraisse belle et accomplie, sans qu'il y ait besoin d'aucun remplissage, sans ombre, sans couleur, étant donné toutes ces contraintes que ces ombres, ces couleurs pourraient faire peser sur une production qui n'est pas forcément à son meilleur niveau, dans la Chine de cette époque-là, dans un marasme économique assez total. Bon, c'est une hypothèse que je ne peux pas vraiment vérifier jusqu'à présent, mais voilà. Je vous la livre comme ceci. Alors, dans les quelques exemples que je vous ai montrés jusqu'à présent, il y a peut-être une caractéristique qui a pu vous frapper et qui tient au style des dessins et à cette alliance entre un trait fin et précis et les zones qui sont laissées vides et qui sont assimilées à des intervalles. Si on essaie de voir quelle est la nature du trait utilisé, on peut dire que les éléments représentés sont matérialisés par des lignes uniques qui sont tracées avec certitude, sans hésitation, sans repentir. On ne voit pas, par exemple, tous les petits traits parfois innombrables des croquis ou des brouillons qui peuvent précéder ces images définitives.
Et là, au contraire, on est vraiment face à une seule ligne, en fait, qui a été conservée de ce travail préparatoire et qui produit ce genre de dessin propre, un dessin dépouillé de toutes les scories d'une image qui pourrait être peut-être plus spontanée, euh, et également une netteté de cette ligne qui est sous-tendue par une épaisseur de trait toujours égale et qui rend l'image homogène. Entre parenthèses, on voit ici qu'il est tout à fait possible de reprendre, pour le cas de Céliane 33, les développements que, par exemple, Jean-Charles Andrieux de Lévy a pu développer sur l'élaboration de la ligne claire dans la bande dessinée franco-belge, dont la narration doit être la plus lisible possible. Ce style de dessin, là, dans le lien 33, relève de la même conception des choses, en fait. On pourrait qualifier ce style de très classique, et il est utilisé dans la bande dessinée chinoise, officiellement à partir des années 50, après que le Parti communiste a pris le pouvoir, et après que le Parti communiste souhaite justement que ces liens 33 de propagande soient avant tout lisibles. Donc voilà, cette manière de dessiner les liens 33 repose vraiment sur cette grande clarté de la ligne. Vous voyez ici en haut à gauche cette image qui est co-réalisée par Han Repier, qui est par ailleurs l'un des auteurs du chef-d'œuvre intitulé Les Guerrilleros du Rail, en 10 volumes qui sont parus entre 54 et 62, qui est une œuvre considérée vraiment comme un archétype de ce genre de dessin-là. Et Marie-Chantal Pic rappelle d'ailleurs que c'est une œuvre de référence sur le plan esthétique pour beaucoup d'artistes à la même époque. Alors pour revenir à la notion d'intervalle, il me semble que cette uniformité et cette précision de la ligne noire, ce sont en fait des éléments qui permettent de faire ressortir les espaces laissés blancs ou vides. Il y a une sorte de contraste radical, un contraste simple entre les deux, qui met bien en évidence la balance qui résulte de leur association dans ces images de bande dessinée. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin non plus que ce style de dessin soit désigné en chinois sous le terme de pai miao, c'est-à-dire littéralement pai, blanc, et miao, dessiné, tracé, représenté. Le pai miao, donc, consiste à dessiner blanc ou à dessiner le blanc, comme si on sculptait de la matière blanche, en fait, et comme si en la délimitant et en lui donnant une forme, une existence de cette manière-là. Et c'est cet espace blanc qui sert d'intervalle qui se trouve être vraiment au fondement de la construction de ces images. Alors bien sûr, le Palmer, c'est littéralement un dessin blanc puisqu'on l'a vu, il s'accomplit sans couleur. Mais sa raison d'être, au-delà de ça, c'est qu'il repose vraiment sur un dialogue entre la ligne peinte et l'espace non peint, un dialogue qui pourrait être appelé une dialectique du vide et du trait. Et ici, ce terme de dialectique rappelle que il s'agit beaucoup moins d'une opposition frontale entre le vide et le trait, entre ces deux éléments, qu'une association en vue de produire quelque chose d'autre, c'est-à-dire une image globale. En relisant d'ailleurs François Chang, on comprend que c'est le vide, justement, qui permet de mettre en mouvement cette dialectique, et le vide apparaît alors non pas comme une absence ou comme un manque, mais comme un élément dynamique et agissant. Les zones non peintes, donc, par leur vacuité, peuvent mettre l'œuvre en tension et établir des jonctions au sein de l'espace peint en construisant entre les éléments du tableau des relations qui en font une œuvre unique et une œuvre totale. Alors bien sûr, c'est assez naturellement que ces intervalles d'abord de la peinture lettrée traditionnelle prennent une place vraiment importante, parfois même beaucoup plus importante que le trait dans l'image, puisqu'il s'agit de pouvoir contrebalancer ce qui pèse déjà lourd dans l'image, à savoir ces quelques lignes tracées dans un coin de la feuille. Et c'est d'ailleurs cette omniprésence de l'intervalle dans le lien de point 3 qui fait dire à Jean-Louis Boissier, déjà en 82, que cette première bande dessinée chinoise est un art de l'ellipse. Et j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Alors, il y a un dessinateur de lien de point 3 qui est vraiment passé maître dans cette esthétique du Panya, qui repose sur la présence de l'intervalle, et c'est Ryoji. Alors, ces œuvres de la même époque, donc des années 50-60, reposent, vous voyez, sur le même type de trait et sur la même importance de l'intervalle. Dans ses propos sur la bande dessinée,
qui ont été traduits par Marie Laureillard, d'ailleurs, ici présente, Ryojo témoigne de cette influence qu'exerce la composition chinoise sur sa façon de réaliser les cases de bande dessinée. Alors, je le cite, dans les compositions chinoises, les personnages se situent essentiellement dans la partie inférieure, près du bord. Quand je dessine les personnages, je les représente comme s'ils se tenaient devant moi, à 2 ou 3 mètres de distance. Le cadrage est ainsi fait que l'arrière-plan paraît infini. Vous pouvez voir ici un exemple de cette méthode à gauche, dans cette première image de grand changement dans un village de montagne. Mais bon, on constate rapidement, en feuilletant un peu plus cet ouvrage et d'ailleurs les autres bandes dessinées de Ryoji, que les personnages ne sont pas nécessairement au premier plan. Et en fait, on pourrait dire qu'ils trouvent leur place dans l'image un peu aux endroits que veut bien leur laisser tout cet espace vide de l'image qui prend toute cette place. Finalement, c'est pas du tout évident que les personnages se retrouvent donc au premier plan et que le vide se situe à l'arrière-plan. Vous voyez, le vide parfois peut se situer totalement au premier plan ou sur, par exemple, des cloisons ou des panneaux de bois qui masquent une partie de la scène représentée, ou ailleurs aussi sur des façades de bâtiments, vraiment en plein milieu de l'image. Donc, c'est bien en étudiant les peintures et les illustrations traditionnelles, anciennes, que Ryoji va devenir sensible à ces principes de composition traditionnelle. Dans une première version de cette bande dessinée, De grands changements dans un village de montagne, qui est l'un des liens 23 les plus célèbres d'ailleurs, il compose d'abord des images dans cette première version au dessin linéaire, mais comme l'indique Marie-Chantal Pic, il trouve que ces personnages sont trop petits et que les premiers plans donnent une impression de vide par rapport à cette deuxième version. Alors cet aveu montre, à mon sens, que lorsqu'il remobilise les principes de composition qui sont fondés sur l'intervalle, comme vous voyez là, ce qu'il cherche, ce n'est pas du tout le vide pour le vide. Ce qu'il cherche, c'est le vide en tant que il peut être un lien entre les éléments qui sont dessinés et en tant qu'il est l'un des deux termes de cette équation dont le résultat doit procurer une impression non pas de vide, mais une impression cette fois d'harmonie et d'équilibre dans l'image. Bien sûr, donc les images qui sont obtenues par ce vide, elles ont toujours une grande part de vide, mais ce vide, il est là pour faire respirer l'image. Et je m'arrête un instant sur ce terme de respirer, de respiration, puisque en fait, les principes picturaux de l'imagerie lettrée s'accompagnent assez souvent de considérations cosmologiques. Pour l'artiste, il ne s'agit pas uniquement de reproduire l'aspect extérieur du monde, mais il s'agit de recréer un univers au moyen du souffle primordial, un concept taoïste qui est à l'origine de toute chose, à l'origine du monde. Et donc, il s'agit de convoquer ce souffle pour le faire circuler dans les blancs. Vous voyez ici un exemple de ce principe-là dans la Kong Chaoyang, avec ce précipice tout à fait vide à flanc de colline, qui est traversé par une petite nuée d'oiseaux, laquelle fait le lien avec les roches situées en face, à gauche de l'image, et vont pouvoir unifier la case en un tout harmonieux. Et on voit bien ici, dans cette image, l'air et le souffle qui passent dans le dessin. Un peu plus tard, Ryoji, il va garder cette esthétique, il va la pousser dans ses retranchements même, quand il réalise en 1988 une autre bande dessinée, autobiographique cette fois. Alors le titre littéral est Je viens du peuple, mais le livre est paru ensuite en français aux éditions de l'an 2 en 2005 sous le titre Mes années de jeunesse. Et on retrouve toujours ce trait uniforme et syncrétique dans la mesure où il traite égalitairement le décor, les objets, les vêtements et les visages qui s'élaborent autour du blanc, qui fait alors office d'intervalle. Cet usage qui est à la fois fréquent et à la fois radical, hein, ou on pourrait dire exacerbé, que fait Ryoji de l'intervalle dans ses dessins, cela constitue presque une signature ou une marque de fabrique pour l'auteur. Si bien que dans cet autre lien 23, dessiné à deux, il paraît assez facile de faire la différence entre deux types d'images. Donc, ce lien 23, la vie de criminel du vieux con, bon, c'est la traduction la plus littérale que j'ai pu trouver, hein, aucun jeu de mots, euh, mais qui est réalisé par Ryoji et Ku Ping-sin, et en fait, il paraît assez simple de voir quelles images sont réalisées par Ryoji et lesquelles sont réalisées par Ku Ping-sin. Bon, par exemple, dans celle-ci, il me semble qu'il n'y a vraiment pas de doute possible.
et que cette exploitation de l'intervalle qui est faite là, et même sa mise en valeur, on pourrait dire, est vraiment typique du travail de Roy Hodge. D'abord, dans cette image, il y a le fait que tout décor est inexistant. Les figures, qui semblent presque flottantes ici, elles s'inscrivent sur une surface vierge, une surface qui peut faire office d'écran, un écran en tant qu'espace abstrait, en tant que surface lisse sur laquelle sont assemblées les figures extraites du réel, comme l'expose Anne-Marie Christin au début de l'image écrite. Ici, le vide de la page blanche agit comme une marque d'intelligibilité qui sépare les figures peintes tout en les mettant en relation et en les mettant en valeur. Et puis, au-delà de cette inscription sur l'écran, il y a aussi le fait que ces mêmes figures sont reléguées aux marges de la case, au point que, vous voyez, le corps du vieux personnage est coupé au premier plan, de même que le tapis à gauche et le haut du crâne d'un deuxième personnage en haut de l'image. Ici, cette composition pourrait nous donner peut-être l'impression d'une sorte de photo mal cadrée, alors qu'en réalité, elle est parfaitement cadrée puisqu'elle est cadrée sur cet intervalle, sur cet espace qui subsiste au milieu entre les figures et qui contrebalance dans l'image les espaces tracés, qui sont les espaces pleins. Alors, je me suis intéressé beaucoup au pioneer jusqu'à présent. Ce principe de l'intervalle, qui est au fondement de l'image, il n'est pas limité au dessin au trait, au dessin pioneer. Vous voyez, ces principes de composition sont bien visibles dans une adaptation que Ryojo a faite de la lumière blanche, qui est faite au lavis, par exemple dans cette image à gauche, qui place tous les éléments, personnages, le bateau, la végétation, qui place tous les éléments dans la partie inférieure de l'image. Et le lac, l'horizon et le ciel sont rassemblés dans leur indistinction en haut, euh, en regard de cette composante pleine qui est en bas. Dans cette image, il semble presque que Ryoje ait voulu respecter vraiment à la lettre une méthode traditionnelle qui veut que sur un papier de 3 pieds carrés, la partie peinte n'en occupe que le tiers. Effectivement, la partie laissée vide ici occupe près des 2 tiers de la peinture, mais cet intervalle est loin de ne rien exprimer. Euh, Conformément à ce qu'a écrit Anne-Marie Christin, et selon le principe d'inachèvement du vide, ici le vide peut suggérer aussi une richesse virtuelle. Et il peut sous-entendre une pluralité de possibles qu'il revient à chacun ou à chacune d'actualiser éventuellement. Là, dans ce cas présent, en fonction des éléments que l'on a appris dans l'histoire, on peut actualiser ce vide en fonction, par exemple, de la tonalité fantastique de la nouvelle, sa tonalité inquiétante, et notamment la disparition inexpliquée et même indéterminée du personnage principal. Cette image est l'avant-dernière image de la bande dessinée. Un autre exemple de la méthode de Ryoji, dans l'image à droite, euh, au moment où le personnage principal est la risée d'un petit groupe de poulets. Et on comprend là aussi cette méthode de Ryoji qui consiste à chercher des parties pleines, je le cite, et à les accrocher, les emboîter avec d'autres parties pleines en laissant le vide circuler. Avec ces deux images-là de Ryoji, ces deux dernières images, je vous montre aussi qu'il a la possibilité de structurer des images autour de l'intervalle dans un tout autre style que le paimien, que le dessin au trait fin. D'autres exemples avec Lin Fo, qui recourt lui aussi au lavis, 2 ans après Ryoji et sa lumière blanche, dans les années 80, hein, à une époque où il est plus forcément impossible d'imprimer des liens point de croix en couleur. Dans cette image, le vide, d'ailleurs, est d'autant plus prégnant que les vignettes ne sont plus délimitées par un cadre avec un filet noir, mais elles sont seulement suggérées en creux. Euh, Elles sont suggérées en creux, par exemple, lorsque les zones peintes s'arrêtent, tandis que les zones non peintes, par définition, ne peuvent pas s'arrêter et donc débordent de cette case. Même un peu plus tôt, en 1962, vous voyez Wang Quanqing qui utilise son pinceau de façon bien plus hasardeuse que dans le Pai Miao, en venant dilater ou comprimer ses lignes à mesure qu'il les trace, et en jouant d'ailleurs beaucoup plus sur des effets de texture de la roche aussi, mais tout en conservant cette importance du vide fondamental. J'aborde aussi le cas d'autres artistes qui peuvent garder le principe d'une ligne fine et minutieuse,
mais qui s'éloignent malgré tout du Pah Miao dans la mesure où ils vont multiplier les effets de texture. Leurs images, ici, s'éloignent d'un dessin épuré par leurs entreprises d'encombrement graphique, d'exaltation de la matière, qui sont obtenues par des agglomérations de tout petits traits très serrés, qui sont presque grouillants, comme ça, dans certains points de l'image. Mais même dans ce genre d'image, donc, dont on pourrait dire qu'elle dévoie un petit peu l'objectif premier du Pai Miao, même dans ces images, la composition qui est fondée sur l'intervalle est toujours respectée. Vous voyez ici avec Hua Sanchuan et Fan Shengshi. Bien, donc pour compléter cette présentation, maintenant j'aimerais aborder la possibilité d'une autre fonction de cet intervalle qui joue, donc on a vu traditionnellement un rôle esthétique ou même philosophique, et on a vu d'ailleurs aussi que cette fonction pouvait se conjuguer déjà à des visées idéologiques ou même peut-être pratiques dans les années 50-60. Et j'aimerais voir avec vous quelques exemples d'images de Lian Huanhua qui sont fondées sur l'intervalle où celui-ci peut avoir une importance narrative cette fois. On a déjà pu d'ailleurs esquisser un peu cette idée-là avec He avec son œuvre au lavis, dans la lumière blanche, où vous vous souvenez, le vide de l'avant-dernière image pouvait être chargé d'une force fantastique latente, une force irreprésentable. Mais ici, j'aimerais parler d'un autre Lian Huanhua qui a été dessiné par Li Zhiwu en 2000 et 2001 et qui a été publié d'ailleurs en français aux éditions de La Cerise en 2015. Entre parenthèses, pour en revenir à ce que j'expliquais en introduction concernant cette première bande dessinée chinoise, ici, cette œuvre de Li Zhiwu, elle est produite certes après la rupture des années 80 et après le déclin du Lian Huanhua, mais cet artiste s'inscrit vraiment complètement dans ce modèle de bande dessinée traditionnelle et pas du tout dans celle qui est la plus traduite et la plus produite pardon, et la plus consommée aujourd'hui. Alors, cette bande dessinée en deux gros volumes de plus de 300 pages adapte un roman intitulé aussi Au pays du cerf blanc, un roman fleuve de l'auteur contemporain Chan Chong-shi, qui d'ailleurs, lui, fait quelques 800 pages. Dans cette intrigue pléthorique, la plaine du cerf blanc se présente comme une sorte de microcosme de la société chinoise à travers l'histoire, à travers cette histoire très mouvementée du 1er 20e siècle jusqu'en 1949. Forcément, on comprend que pour adapter un tel récit énorme en bande dessinée, en seulement une suite d'une centaine d'images qui sont accompagnées de seulement quelques petites lignes de texte en dessous des images, cela implique de réduire des éléments de l'intrigue ou du moins de recentrer l'intrigue autour de ses actions principales. C'est peut-être aussi cela qui peut expliquer que dans le but de faciliter la lecture, l'artiste va venir limiter les digressions graphiques. Il va décider de ne pas se perdre en fioritures, sans pour autant bien sûr que le dessin soit épuré, hein, ou il va même choisir de concentrer le regard sur l'action principale. Il n'est pas du tout rare que Lee Chee-woo focalise l'attention sur un épisode important du récit en supprimant tous les décors ou tous les accessoires qui peuvent entourer les personnages. Et donc, ceux-ci se retrouvent au milieu, au centre de la case, et ils ressortent sur cette blancheur du papier lors d'événements cruciaux, par exemple pendant la mort d'un personnage, comme vous voyez ici. Le dessin, à ce moment-là, est tout environné d'espaces invisibles, c'est-à-dire entouré d'éléments qui sont présents, bien sûr, mais qui échappent à notre perception, et en tout cas qui ne sont pas actualisés par l'artiste. On comprend ici tout ce blanc du lien 3 qui en fait un art fondateur, qui en fait un art de l'ellipse, pardon, en reprenant la formule de Jean-Louis Boissier. Cette formule d'art de l'ellipse, elle prend tout son sens ici dans l'entreprise de reconstitution historique qui est menée par Li Zhiwu, qui, dans ses dessins, va venir nimber les stèles représentées avec ces blancs graphiques toujours environnants. Ici, dans cette entreprise de reconstitution historique, dans cet art de l'ellipse du lien 3, les blancs de l'image peuvent acquérir une signification presque symbolique et vont peut-être pouvoir s'appréhender comme des blancs de l'histoire, en fait, ou comme des non-dits de l'histoire. Vous voyez tous les dessins, qui sont quasiment tous les dessins à l'encre de cette bande dessinée,
sont entourés d'un halo, cet halo d'indistinction, ou ce halo d'indistinction plutôt, qui vient grignoter la réalité du monde remémoré. Et l'effet est d'ailleurs particulièrement saillant dans la représentation de bâtiments, comme vous voyez avec ces trois exemples. Finalement, au pays du serpent, il y aurait une tension constante entre le blanc de l'oubli qui empiète sur le noir du réel révolu, un noir qui tente d'exister face au blanc et qui tente de s'étendre sur les territoires vides qui l'entourent, qui l'enveloppent. Un exemple un peu concret, ici avec le personnage de Pai Xiaowu, qui va expliquer à son père la disparition de Pai Li, sa sœur, qui est à l'origine du récent passage à tabac du ministre de l'Éducation. Vous voyez que le blanc va venir effacer peu à peu la scène à l'arrière-plan et envelopper comme ceci le discours apporté de Xiaowu, en même temps qu'il enveloppe cet événement de l'histoire lui-même. Et en plus, dans cette image-là, il est assez difficile de ne pas voir une allusion à la révolution culturelle, hein, dans cette révolte des étudiants, révolution culturelle qui est lancée en 66. Donc voilà, on voit bien ici la dimension non linéaire, hein, du cours de l'histoire, comme une sorte de tohu-bohu d'événements qui surgissent du blanc, ici et là. Et finalement, cette image, on pourrait dire, concentre trois strates temporelles, puisqu'il y a donc le récit de Pai Xiaowu à son père, la révolte étudiante qui est l'objet du récit de Pai Xiaowu, et même cette révolution culturelle qui transparaît en filigrane. Donc trois strates temporelles qui vont réussir à coexister par les blancs, par les intervalles, qui prennent donc une importance narrative. Donc maintenant, pour conclure cette présentation, sur la place de l'intervalle, et donc on a vu un principe esthétique d'Hélène Pointerroy, avant tout, mais que l'on peut aussi identifier comme un ressort idéologique ou narratif, j'aimerais revenir un bref instant sur la dimension matérielle de ces petits livrets de bande dessinée, puisque, bon, certes, dans les quelques publications contemporaines d'Eliane Pointerroy ou dans les rééditions des œuvres importantes du XXe siècle, le papier, aujourd'hui, est assez épais et de plutôt bonne qualité, et il permet d'apprécier tout ce poids des intervalles, ce poids des zones blanches dans les images, puisque les espaces qui sont vides restent vraiment immaculés dans les pages. Mais au temps de la production de masse de ces livres 23, des années 50, 60, 70, la nature du papier, qui était beaucoup plus fin, faisait que les images ainsi obtenues pouvaient parfois, et même souvent, se superposer du recto au verso des images. Vous voyez ici dans ces deux images qui sont produites par Ryoji, les pages 24 et 25 de la même bande dessinée, et il se trouve que les intervalles de l'une sont quasiment en miroir des intervalles de l'autre. Si bien qu'on peut déjà, en lisant la page 24, se faire une idée de l'image qui est représentée, qui est imprimée sur la page suivante. Voilà, donc je voulais terminer simplement sur cette image pour relativiser de certaine manière la perfection de ces intervalles qui sont vraiment fondateurs dans le lien 33 dans la deuxième moitié du XXe siècle, et puis aussi pour introduire d'une certaine manière l'idée d'une page en multicouches ou en millefeuille dont va nous parler Blanche juste après, même si dans une toute autre perspective, il est vrai. Voilà, donc je m'arrête là et merci beaucoup de votre attention et je serai ravi d'avoir vos questions à la fin du séminaire. Donc, Blanche Delaborde travaille sur la bande dessinée et sur les mangas, surtout dans un certain champ, surtout aux éléments formels, mais pas seulement. Blanche a fait un master consacré à l'enfance dans les mangas de Matsumoto Taiyo et ensuite un doctorat sur la poétique des onomatopées dans les mangas, dans une approche transdisciplinaire au croisement de la narratologie, de la sémiotique, de la linguistique et de l'histoire de l'art. Ses travaux les plus récents portent sur le statut et les caractéristiques de l'écrit dans les mangas et dans la bande dessinée et sur les procédés de représentation des états mentaux des personnages dans les mangas.
Blanche Delaborde traduit aussi des mangas et je précise que Blanche a également écrit un article sur l'espace blanc dans les mises en page multicouches des mangas, apparaître lui aussi dans le volume collectif Espace du blanc, discours et pratiques. L'exposé de Blanche aujourd'hui est intitulé Intervalle et Mahaku, métamorphose de la mise en page dans les mangas pour filles. Blanche, je te laisse la parole tout de suite. Et je coupe le son pour moi. Merci Marianne, merci Norbert aussi pour cette présentation qui était extrêmement intéressante et pleine d'images qui m'ont aussi émerveillée. Je souhaite évidemment remercier les organisatrices de ce séminaire auquel je suis très honorée de participer et Jacques Durenmat d'avoir accepté d'être notre discutant pour tout à l'heure. Et donc je vais commencer en partageant mon écran déjà. Ah, et en plein écran. Est-ce que c'est bien pour tout le monde? Super. Donc, je vais parler aujourd'hui de bande dessinée japonaise, donc de manga. Alors, dans mon cas, il n'y a pas plusieurs sortes. Hein. Je vais parler des mangas, donc l'équivalent des manhwa qu'évoquait Norbert tout à l'heure. Et pour dire les choses très simplement, il s'agit d'un médium narratif dans lequel la narration repose sur des dessins arrangés de façon séquentielle et qui comprennent généralement des textes. En général, il y a plusieurs images par page et vous pouvez voir ici une double page avec une mise en page classique tirée de Doraemon, un manga pour enfants qui date ici, dans une histoire qui date ici de 1975. Dans les mangas dont je vais parler aujourd'hui et dans les bandes dessinées en général, on peut trouver un certain nombre d'éléments qu'il serait possible de qualifier d'intervalles. C'est notamment ce qu'a fait Norbert dans sa présentation brillante. Au niveau de la construction du récit aussi, beaucoup d'auteurs ou d'autrices de manga ont par exemple insisté sur l'importance de l'alternance entre des moments de tension et des moments de relâchement de cette tension, ce qui se traduit souvent visuellement par des variations de densité du dessin en fonction des pages ou des passages. Et on a vu dans les séances précédentes de ce séminaire que la question du rythme, ici le rythme insufflé au récit, est étroitement liée à celle de l'intervalle. Cependant, j'ai fait le choix d'aborder la question de l'intervalle dans mon corpus d'après les études sur la bande dessinée d'inspiration sémiotique, qui se sont beaucoup concentrées sur les fonctions des intervalles entre les cases. En effet, la majorité des bandes dessinées, que ce soit au Japon, en Europe ou aux États-Unis, présentent des cases, c'est-à-dire des images placées dans des cadres et disposées les unes à côté des autres sur la page. Ce dispositif a été analysé comme un système sémiotique qui rend possible et soutient la narration dans les bandes dessinées. Or, une grande partie des mangas a largement modifié ce dispositif. En effet, toute une partie des mangas pour filles, en particulier à partir des années 70, présente des pages dans lesquelles les images ne sont pas nécessairement encloses dans des cases, mais sont disposées sur la page de manière apparemment plus libre, au point de souvent se superposer ou se chevaucher, comme vous pouvez le voir ici, dans un extrait de La Rose de Versailles. Ce type de page a été décrit en français par le terme multicouche, et j'y reviendrai plus tard. La question qui guidera ma présentation aujourd'hui est à la fois simple et complexe. Que deviennent les intervalles entre les cases quand les cases disparaissent? En particulier, j'aimerais étudier cette question en prenant en compte les caractéristiques d'un corpus spécifique, qui est celui des mangas créés pour un public féminin et caractérisé par l'emploi de mise en page multicouches. Les exemples que je présenterai aujourd'hui sont tirés de mangas de genre et d'époques variées, mais je citerai surtout des mangas destinés à un lectorat féminin, publiés entre les années 70 et 2010. Dans les études sur la narration des bandes dessinées en Europe et en Amérique, la case est généralement considérée comme une unité fondamentale du dispositif sémiotique. De nombreuses études portent notamment sur les fonctions des cases
et de leur agencement dans le caractère séquentiel de la narration. Parmi les questions qui ont le plus intéressé la recherche et qui concernent l'espace entre les cases, on peut citer toute une tradition américaine qui, à la suite de Scott McCloud dans L'Art invisible, a vu dans l'espace entre les cases le lieu de l'ellipse temporelle ou logique, qui serait la particularité de la narration, qui ferait la particularité de la narration en bande dessinée. L'intervalle entre les cases serait le lieu de ce qui n'est pas dessiné, mais inféré dans le passage d'une case à une autre. McCloud a détaillé 6 différents types de transitions entre les cases, de moment à moment, d'action à action, de sujet à sujet, on pourrait dire aussi de figure à figure, de scène à scène, de point de vue à point de vue, et enfin avec une solution de continuité quand on ne voit aucun rapport sémantique entre les cases. Il a d'ailleurs noté que dans les bandes dessinées qu'il a épluchées, la transition de point de vue à point de vue est plus fréquente dans les mangas que dans les bandes dessinées non japonaises. Tout à l'heure, Norbert a évoqué la question de la tension entre la dimension tabulaire de la page ou de la double page et la dimension linéaire. Donc c'est quelque chose qui a été évoqué en France, notamment par Pierre Fresneau de Ruel et Benoît Peters. Donc la dimension tabulaire de tableau de la page ou de la double page qui présente toutes les cases de manière simultanée, en coprésence, et la dimension linéaire de la lecture, qui est due au fait que le lecteur ou la lectrice doit prendre connaissance des éléments narratifs dans un ordre précis, celui prévu par le récit, et quelque chose qui a été présenté comme fondamental pour la bande dessinée dans les premières études françaises. Lorsque Thierry Grunstein, dans Système de la bande dessinée, en 99, théorise la solidarité iconique pour rendre compte de ce caractère double ou en tension, il considère le terme d'image comme équivalent de la case ou de la vignette, comme il l'appelle. Donc je cite, « On définira comme solidaires les images qui, participant d'une suite, présentent la double caractéristique d'être séparées et d'être plastiquement et sémantiquement surdéterminées par le fait même de leur coexistence in presentia. » Plus loin, il développe « Sur le plan sémantique, cette solidarité iconique, dans laquelle nous avons reconnu le fondement même du système de la bande dessinée, est programmée par l'auteur au stade du découpage et, lors de la réception, postulée par le lecteur sous la forme d'une hypothèse de cohérence narrative. Présupposer qu'il y a du sens équivaut pour le lecteur de BD à chercher en quoi la vignette qu'il lit se relie aux autres, du verbe relier, se relie en fonction des autres, du verbe relire. » On reparlera plus loin de cette notion de solidarité iconique au moment d'observer les pages de manga pour filles. Enfin, une autre question qui a largement occupé la recherche est celle des règles de navigation sur la page, c'est-à-dire ce qui permet au lecteur ou à la lectrice de savoir dans quel ordre lire les cases, notamment dans les cas qui dévient du modèle classique de plusieurs bandes horizontales. Donc, je vous montre rapidement un exemple des schémas qu'on peut trouver dans les articles qui traitent de ces questions. Ici, il s'agit d'un article de Neil Cohn. On voit qu'il montre des agencements de cases vides et se concentre sur leur disposition, indépendamment des dessins qu'elles contiennent ordinairement. Remarquons par ailleurs que pour ce qui a trait à la navigation, les variations de largeur de l'espace intericonique, ou de l'espace entre les cases, entrent en jeu, puisqu'elles peuvent servir d'indice pour déterminer quelle est la case suivante dans des cas d'agencement ambigu. Dans les mangas pour garçons actuels, on constate d'ailleurs que les angles des cases souvent ne sont pas droits, en particulier dans les scènes d'action et de combat, et que l'espace entre les différentes bandes horizontales est plus large que l'espace entre cases d'une même bande, de façon à faciliter la lecture en guidant le regard. Donc ici, un exemple tiré de One Piece, et ici, un autre exemple tiré de Dragon Ball Super, mais on trouve beaucoup ce genre de mise en page dans les mangas pour garçons.
Il faut noter que ces règles de navigation sont des règles de lecture implicites et que la littératie des lecteurs et des lectrices se constitue à force de lecture, d'erreurs, de retour en arrière et de rectification. J'arrive à ma deuxième partie. Et j'ai parlé jusqu'ici des bandes dessinées de manière relativement générique, en écrasant les particularités historiques, géographiques et culturelles qui en font un ensemble d'œuvres en réalité extrêmement variées. Il me semble nécessaire de faire un bref rappel sur l'histoire des mangas de façon générale, avant de revenir sur le corpus qui nous intéresse en particulier. Donc, je vais aller très vite, parce qu'il y aurait énormément à dire. Mais le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui est fortement lié au développement de la presse pour enfants. Dans les années 50, l'essor de cette presse s'accompagne en effet d'une segmentation progressive du marché en fonction de l'âge et du genre du lectorat, du sexe du lectorat, et d'une augmentation exponentielle de la production de mangas qui continue dans les décennies suivantes. Ainsi, en 1969, les magazines hebdomadaires Shukan Shonen Jump, ou connus sous le nom de Jump, généralement en France, donc qui s'adressent aux garçons, et Shukan Margaretto, ou Margaret, qui s'adresse aux filles, sont les magazines les plus vendus, avec des tirages de plus d'1 million d'exemplaires chacun, tandis que leurs concurrents tirent souvent à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Ce sont des magazines très épais, imprimés sur du mauvais papier, qui publient progressivement au cours des années 60 de plus en plus de mangas et de moins en moins d'autres contenus éditoriaux. Pour donner une idée de la masse de mangas publiés, en 1970, un numéro hebdomadaire de Margaret compte 240 pages, dont 180 sont dévolues au manga. À partir des années 70, les séries les plus populaires sont ensuite republiées en volumes individuels et comptent souvent plusieurs dizaines de volumes. Je pense que vous pouvez voir ma vidéo. Je vous donne un exemple. Alors ça, c'est Jump. C'est un Jump récent. Mais si on feuillette un peu, c'est imprimé avec de l'encre très fine sur du papier de mauvaise qualité, très épais, beaucoup de mangas. Et un volume ordinaire est beaucoup plus petit. Les volumes se gardent et les magazines se jettent. Pour résumer très grossièrement. Donc, en termes de pratique de lecture, le manga est donc majoritairement lu en magazine par chapitre hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuel. Une conséquence de cette relation étroite avec la presse est que la création des auteurs et des autrices est généralement contrainte par les orientations éditoriales du magazine, qui intervient souvent de manière prononcée, par exemple dans l'élaboration des arcs narratifs. De plus, le rythme très soutenu de publication favorise une organisation collective de l'activité de création, l'autrice ou l'auteur employant généralement un ou plusieurs assistants. Je vais passer très rapidement. Dans les années 80-90, on assiste à une diversification des genres et des styles, notamment en termes de mise en page, j'y reviendrai un peu. La popularité du manga en tant que médium est renforcée par une synergie avec plusieurs autres médias, ce qu'on appelle le média mix, donc des adaptations mutuelles en dessin animé, en jeux vidéo, jeux de cartes et divers produits dérivés, divers objets. On cite souvent le tirage record de 6,5 millions d'exemplaires du magazine Jump, celui que j'ai montré tout à l'heure pour garçons, au début des années 90. Mais il s'agit d'un pic et à la fin du siècle, les ventes de mangas entament un déclin et on constate depuis les années 2000, même s'il faudrait vérifier ce que je dis, un ralentissement des innovations formelles ainsi qu'un mouvement vers l'assouplissement des limites entre les différentes catégories de mangas, entre les différents styles qui étaient attribués généralement à ce qu'on va voir avec les mangas pour filles, les mangas pour garçons, les mangas pour hommes, les limites deviennent plus floues. Mais je vais à présent me concentrer sur la production de certaines autrices de manga dans les années 70
qui ont développé un type de mise en page spécifique au manga pour filles, en tout cas spécifique dans un premier temps. Parmi ces autrices, on peut citer Ikeda Ryoko, donc l'autrice du succès extraordinaire La Rose de Versailles, en 72-73, qui a été un véritable phénomène de société. Ah, pardon. C'est un manga qui évoque la Révolution française, et vous reconnaissez peut-être le personnage de Lady Oscar. D'autres autrices importantes sont Moto Hagio, Takemiya Keiko, dont vous voyez ici l'extrait d'un manga très connu, Le poème du vent et des arbres, ou Oshima Yumiko, qui a aussi publié un manga important, L'étoile du pays du coton. Donc, comme vous pouvez le voir, les pages de ces mangas présentent de nombreux passages où les dessins semblent s'affranchir des contraintes des cases et s'étendre librement sur la page. Je reviens un petit peu. Dans le même temps, chaque autrice possède un style propre. Il faut également garder à l'esprit qu'un même manga présente une très grande variété de mises en page, ce que je ne peux malheureusement pas montrer dans le cadre de cette présentation. Les discours critiques sur le manga ont accordé une importance majeure à la production de ces autrices, peut-être même une importance surdimensionnée. Et donc ces autrices ont été regroupées sous le nom de groupe de l'an 24, c'est-à-dire nées en l'an 24 de l'ère Showa, donc en 1949. Même si ce n'était pas le cas pour toutes, mais c'était une manière de souligner leur jeunesse. Donc il est vrai qu'elles ont connu, pour certaines, un réel succès populaire et que leurs innovations narratives ont profondément influencé les générations suivantes d'autrices et d'auteurs de manga. Cependant, on aurait tort d'y voir les efforts concertés d'un groupe porté par un même projet artistique, ou même une révolution en termes de narration. En réalité, leurs mangas s'inscrivent dans le cadre d'une production de manga pour filles qui présente déjà dans les années 60 des éléments qui ne correspondent pas au dispositif rigoureux classique de la succession de cases séparées par un espace blanc vierge de tout dessin. Malheureusement, la recherche sur les mangas des années 50 et 60 n'est pas aussi développée qu'on pourrait le souhaiter, notamment pour des questions d'accès difficile aux œuvres, puisque il n'y avait pas encore les rééditions en volume et que la plupart des magazines ont été jetés. Il y a très peu de collections complètes de ces magazines. Ah, pardon, je vais lire encore. Donc, ces jeunes, parfois très jeunes autrices, innovent toutefois véritablement, à la fois en poussant au maximum la déconstruction des cases, mais aussi en accordant souvent une grande place au monologue intérieur des personnages et en abordant des sujets politiques et sociaux avec un regard plus critique que dans les années précédentes. La recherche d'inspiration sémiotique sur les mangas au Japon, portée notamment par Natsume Fusanosuke, s'est bien sûr intéressée à ces caractéristiques. Voici comment Natsume présente ses analyses. Tout d'abord, il a proposé de désigner l'espace entre les images dans l'ensemble des mangas, donc mise en page classique ou non, par le néologisme de mahaku, qui associe le caractère ma, qui désigne l'intervalle spatialo-temporel, l'entre-deux choses, et haku, qui veut dire blanc. Dans un chapitre de Comment lire les mangas, il retrace l'évolution de cet espace qui perd progressivement son statut de zone hors de la représentation. D'abord, le mahaku devient signifiant en soi quand il est élargi pour des effets rhétoriques, par exemple pour signifier un changement de scène. Ensuite, cet espace élargi peut accueillir des figures isolées ou des textes, et enfin déboucher sur de véritables cases ouvertes. Donc moi, je ne suis pas en mesure de vérifier si cet ordre d'apparition correspond vraiment à l'évolution qu'il y a eu lieu, mais il faut dire que l'idée est au moins séduisante et a l'air assez convaincante. Plus loin dans le même ouvrage, Natsume décrit les mises en page qu'on vient de voir en les qualifiant de multicouches et en les comparant à la superposition de figures dessinées sur différentes couches de celluloïdes transparents utilisées dans la création de dessins animés.
Donc, vous pouvez voir ici sa schématisation qui a souvent été reprise dans les études ultérieures. À droite, la double page d'un manga de 77 et à gauche, une représentation des différentes couches superposées. Donc, il s'agit bien sûr d'une métaphore, hein, mais qui est particulièrement parlante, je crois. Les mangas pour jeunes filles et pour femmes adultes des décennies suivantes sont les héritiers de cette nouvelle approche de l'espace de la page. On constate à partir des années 80 une tendance à la simplification des mises en page, bon, toute relative, surtout si on compare au Liang Huanghua qu'on a vu tout à l'heure. Mais le style est quand même assez manifestement différent. Ces mises en page se font plus aérées et remplacent les cadres des cases par de simples lignes de séparation entre les images. Dans le même temps, l'utilisation de trames graphiques qui sont donc collées sur la page pour y ajouter des motifs, qui peuvent être géométriques ou non. Hein. Ici, vous avez des motifs géométriques. Ici, en haut à droite, c'est aussi une trame qui permet de représenter les nuages dans le ciel. Donc, l'usage de ces trames graphiques devient incontournable et un élément visuel très important des mangas pour filles. Donc, vous voyez ici un manga pour jeunes filles des années 2000 et ici un manga plutôt pour un public plus âgé de femmes des années 2010, dont on verra d'autres exemples plus tard. Par ailleurs, notons que des mangas qui ne sont pas destinés particulièrement à un lectorat féminin commencent à utiliser aussi des mises en page multicouches, notamment dans leurs manifestations les plus sobres, comme l'utilisation ponctuelle de cases sans cadre au milieu d'une mise en page plus classique. J'arrive à ma troisième partie, dans laquelle je vais passer en revue plusieurs cas de figure concernant les avatars des intervalles entre les images, en commençant par le plus surprenant peut-être, les cas où il y a justement, on ne voit justement pas d'intervalle, et où les images semblent se fondre les unes dans les autres. Tout d'abord, comment est-il possible de lire ces pages? J'aimerais revenir sur l'idée de la solidarité iconique théorisée par Grunstein. Le postulat qu'on est face à une histoire, en tant que lectrice ou lecteur, nous pousse à chercher les éléments lisibles de la page. Or, les techniques de suivi du regard de personnes en train de lire des bandes dessinées, donc en anglais eye tracking, ont montré que le regard à la lecture se concentre en premier lieu sur les visages, sur les personnages et sur les textes. Dans leur récent article Figural Solidarity, Grappling with Meaning in Comics, Jean Braithwaite et Kai Mikkonen utilisent ces données. Après avoir pris soin de rappeler que les mouvements de l'œil ne sont pas le reflet direct de l'attention, qui est toujours inféré, ils s'appuient néanmoins sur ces résultats et sur leurs observations pour suggérer que l'importance de la case dans le système sémiotique des bandes dessinées a peut-être été surestimée et qu'il serait avantageux d'y substituer la notion qu'il désigne en anglais par l'expression, désolé pour mon accent, areas of interest, donc aire d'intérêt. Donc, je pense qu'on pourrait le traduire par zone attirant l'attention, c'est-à-dire les endroits de la page où le regard se pose nécessairement à la lecture. Braithwaite et Mikkonen proposent d'amender la théorie de la solidarité iconique de Grunstein pour remplacer le terme iconique, qui fait dans les théories de Grunstein référence à la case, par le terme figural. Je cite, et c'est ma traduction. Premièrement, nous émettons l'hypothèse que la solidarité figurale implique un mécanisme cognitif fondamental de niveau supérieur, dans lequel des personnages ou d'autres figures récurrentes dans la séquence d'images fournissent au lecteur un accès au récit et un moyen de construction de la continuité. Deuxièmement, dans ce processus, nous supposons en outre que les lecteurs suivent des personnages récurrents non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour donner un sens au récit, c'est-à-dire qu'ils lisent pour le récit. En tant que tel, la solidarité figurale fait référence au processus
dans lequel les lecteurs créent une chaîne de référence en traitant des éléments visuels récurrents qui leur permettent de relier les images et le texte et ainsi de construire un contexte narratif significatif. Il me semble que ce modèle explique plutôt bien comment s'effectue la navigation et la lecture dans des mangas présentant des mises en page multicouches. Il nous reste cependant la question de l'intérêt narratif de ce choix. Qu'apporte donc ce type de mise en page par rapport aux mises en page classiques? Il y a, je crois, plusieurs réponses à cette question. Tout d'abord, dans les mangas pour filles, l'aspect tabulaire de la page ou de la double page est essentiel. Donc, pour le dire autrement, la double page est composée de manière expressive, mais aussi de façon à provoquer une émotion esthétique chez la lectrice, à la manière d'un tableau. Et ça a fait pour moi un écho, j'ai entendu un écho de cette idée dans la présentation de Norbert quand il parlait de la contemplation, puisque précisément, il me semble que beaucoup de mangas pour filles, en particulier dans les années 70, appellent à la contemplation et jouent sur vraiment la dimension de tableau avec une composition pensée pour que le regard s'y arrête. Par ailleurs, et c'est probablement la motivation majeure de ce choix de mise en page, les mangas pour filles accordent une importance centrale à l'expression des états mentaux et émotionnels des personnages. Le cœur de la narration n'est souvent pas constitué par des actions qui nécessitent une chronologie claire, mais par l'exploration de l'intériorité des personnages. Celle-ci est accessible par le monologue intérieur, qui devient dans les années 70 un élément essentiel de ces mangas, mais elle est aussi représentée par l'absence de limite claire entre les figures, qui évoque le flux ininterrompu de la conscience. Notons d'ailleurs que dans beaucoup de cas, le monologue intérieur se caractérise visuellement justement par l'absence de cadre et le fait qu'il semble flotter sur la page, même s'il existe d'autres types de dispositions. Alors que le temps physique s'écoule inexorablement de façon linéaire et unidirectionnelle, la conscience peut connaître différentes expériences simultanées et influer sur le temps ressenti. Dans les mangas pour filles, l'absence de cadre des cases est toujours partielle, plus ou moins ponctuelle. L'usage de cases bien encadrées et de séparation rectiligne ou de séparation rectiligne et hermétique entre les dessins a alors tendance à être réservé à la représentation des actions et du passage du temps. À l'inverse, l'absence de séparation nette et le débordement d'une image sur l'autre est généralement le signe d'une narration centrée dans ce passage sur la représentation du monde intérieur des personnages. Notons en outre que les pages présentant les images les plus enchevêtrées sont souvent celles qui représentent des réminiscences. Dans ce cas, on constate qu'une figure principale est représentée, souvent à l'avant-plan, tandis que l'arrière-plan est occupé par des figures qui peuvent être dessinées d'un trait plus fin ou sans ombre, de façon à signifier par leur traitement graphique leur appartenance à un plan différent de la représentation. Donc c'est le cas ici dans cette double page de la Rose de Versailles. Par ailleurs, l'intrication des images peut s'effectuer également sur d'autres modes. Donc, c'est ce qu'on voit dans cet exemple tiré du manga pour filles Boku no Chikyu Mamotte, qui date des années 80 et qui présente une double page beaucoup plus simple visuellement. Le monologue du personnage d'Alice est le suivant. Je suis sûre que, tout comme je n'oublierai jamais le ciel bleu de ce jour-là, je n'oublierai jamais la voix de Lynn à mon oreille à cet instant. Le motif graphique du ciel au nuage blanc est appliqué à l'intérieur même du dessin, donc sur les chevelures des personnages. Tout espace peut ainsi devenir un espace de projection mentale des états émotifs ou des pensées des personnages, et cette projection peut se faire de diverses manières, à la fois au moyen de dessins figuratifs, comme on a vu plus haut, et à travers des motifs graphiques, métaphoriques, plus ou moins abstraits. D'ailleurs, le déferlement de fleurs extradiégétiques qu'on associe souvent au manga pour filles
et apprendre de cette façon, à mon sens. J'aimerais évoquer très rapidement à présent un procédé qui est parmi ceux qui m'ont le plus décontenancé quand j'ai commencé à essayer de lire des mangas pour filles. Il s'agit des cadres poreux, des cases qui semblent ne pas faire leur travail de case et laisser s'échapper leur contenu. De fait, ces cadres ne remplissent pas les 2 premières fonctions des cadres listés par Gronstein, toujours dans le système de la bande dessinée, à savoir la fonction de clôture et la fonction séparatrice. Cependant, ils remplissent bel et bien les 4 autres fonctions, la fonction rythmique, la fonction structurante, la fonction expressive et la fonction lecturale. Donc, on pourra peut-être revenir un peu sur le détail plus tard, mais je voulais juste vous montrer cet exemple sur lequel je suis tombée un peu par hasard en cherchant des illustrations pour cette présentation, avec un cadre en haut à droite de la page qui me semble particulièrement parlant sur la fonction, la fonction lecturale du cadre, qui indique « Regardez ces 2 visages, regardez ces 2 personnages, il y a quelque chose à lire », alors que le dessin, évidemment, continue tout autour. Un autre procédé me paraît intéressant à mentionner. La fine bande blanche de l'espace interstitiel a largement disparu avec l'adoption de la séparation par une ligne simple entre les images dans les mangas pour filles des années 80 et 90. Cependant, par un intéressant effet de retournement, on constate que des cases blanches étroites viennent parfois signifier un changement de scène, notamment lorsqu'il s'écoule beaucoup de temps entre les 2 scènes. Tout se passe comme si c'était la bande blanche et non sa position d'intervalle entre 2 cases qui était à présent investie de ce pouvoir de séparation. Donc, il existe plusieurs cas de figure. Certaines transitions évoquent des pointillés ou des points de suspension. Il faudrait en discuter, ça m'intéresse d'avoir votre avis, parce que j'ai toujours du mal à vraiment trouver une expression qui corresponde à cette impression. Donc, il y a un exemple ici. Mais dans d'autres cas, donc ici dans un manga pour filles des années 90, il y a une simple case blanche très, très allongée, même si on voit aussi que le haut de la case est particulièrement libre, avec une grande plage laissée blanche dans l'image de la case du haut. Et d'autres autrices, comme ici, c'est toujours un manga pour filles des années 2000, d'autres autrices préfèrent multiplier les cadres, plutôt les cases blanches et les enchevêtrer, toujours pour signifier un changement de scène. Donc, on constate à travers ces exemples la grande souplesse du dispositif des mises en page multicouches. J'aimerais enfin revenir sur 2 exemples qui ménagent au contraire de larges intervalles pour montrer comment ces espaces, qui ne sont plus des intervalles entre les cases, rejoignent la question que j'ai évoquée au tout début de cette présentation, celle du rythme de la narration et des moments de respiration, et en fait rejoint beaucoup de choses dont a parlé Norbert. Donc je suis très, très intéressée par sa réaction, même si je ne pourrais pas du tout aller autant en détail. Hein. Donc, le premier exemple que je vais vous présenter est tiré du manga pour filles Lenai Catalogue de Nagata Masami. Et sur la page de gauche, il n'y a que le monologue intérieur du personnage, divisé en 6 unités de texte, dont les 3 du haut sont encadrés, et des trames géométriques semblant délimiter 2 espaces de taille inégale. Dans le bas de la page, les pensées de l'héroïne, donc, que je vous traduis, je me suis rendu compte pour la première fois à quel point un baiser de celui qu'on aime est quelque chose de précieux. Donc, une grande réalisation, un moment d'émotion forte. Ces pensées semblent flotter dans le blanc du papier, et c'est ce blanc, cet espace,
qui leur permet de raisonner oui, voilà, ça joue, il me semble, comme une caisse de résonance. Et le deuxième exemple dont je voudrais vous parler est tiré de End, donc un manga qui s'adresse à un public plus âgé de jeunes femmes, et un manga plus récent aussi. Et cet exemple se fait en 2 doubles pages qui se suivent. Donc la scène commence par le flashback d'une conversation que le personnage masculin a eue dans sa jeunesse avec son épouse. Celle-ci le pousse à s'ouvrir, à accepter de se montrer vulnérable, en lui lançant notamment, en bas à droite, « Tu as le droit de pleurer, tu sais ». Et la double page suivante change de scène et le montre en train de regarder son épouse, gravement accidentée, sur un lit d'hôpital. La page de gauche reprend, sous la forme du monologue intérieur, la parole de l'épouse, « Tu as le droit de pleurer, tu sais ». Le texte est encadré et se trouve au milieu d'une plage blanche qui occupe plus de la moitié de la page. Dans le bas de la page, séparé par un trait net, le présent du récit reprend et on voit l'appel de quelqu'un hors champ qui tire le personnage de sa réminiscence. Le blanc de cette page sert, je crois, à donner tout son poids à la phrase répétée qui prend une portée complètement différente dans ce nouveau contexte. Il suggère également, il me semble, une forme de suspension du temps, l'idée qu'il faut ralentir la lecture dans ce passage. Je crois qu'on voit ici que le blanc qui entoure ces textes a une fonction expressive propre qui dépasse celle du simple intervalle en tant que mise en relation de 2 éléments. Mais j'arrive à ma conclusion. Pour pouvoir parler d'intervalle, on a besoin d'unités identifiables et séparées. Le défi que posent les mangas qui présentent des mises en page multicouches est que l'unité qui a souvent été considérée comme consubstantielle à la bande dessinée, à savoir la case, perd ici son caractère incontournable. L'analyse des planches montre que ces mangas présentent bien généralement plusieurs images en coprésence, mais que leurs bornes ne sont pas aussi facilement identifiables que dans des planches à la mise en page classique. Et leurs relations spatiales et sémantiques diffèrent par plusieurs aspects. L'emploi de mise en page multicouches, d'abord développé dans des mangas s'adressant à de jeunes lectrices, s'est étendu depuis à différents genres de manière plus ou moins prononcée. Ce type de mise en page est particulièrement utilisé dans des mangas qui cherchent à représenter les états mentaux ou émotionnels des personnages. En effet, l'absence fréquente d'intervalles entre les images, qui se superposent ou se mélangent alors, est un procédé qui permet d'exprimer les flux de la conscience. À l'inverse, l'usage pointé du blanc à d'autres endroits, qu'il s'agisse de larges plages laissées libres de dessin ou de cases blanches insérées au premier plan, témoigne d'une diversification des formes de l'intervalle, pris cette fois à la fois au sens syntaxique de transition entre les images et au sens rythmique de respiration dans le récit. Les différentes fonctions des cadres, des cases et de l'espace qui les sépare dans les mises en page classiques se retrouvent ainsi redistribuées et attribuées à d'autres éléments formels dans la grammaire du manga. Tous ces phénomènes témoignent de la complexité et de la souplesse du dispositif sémiotique des mangas, ainsi que de la richesse des procédés expressifs qu'il permet. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de la discussion à venir. Merci beaucoup Blanche pour cet exposé lui aussi passionnant et pour toutes ces images étonnantes avec ces cases découpées de toutes sortes de façons, voire inexistantes.